Il est ornithologue, ex-grand reporter, président aujourd'hui de l'Institut européen d'écologie et délégué régional de la Fondation du patrimoine pour la nature et la biodiversité. Il publie un livre à la rentrée, Oiseaux de bonheur, dans lequel il partage avec nous sa passion de la nature et des oiseaux. Patrice Costa est notre invité dans Des Livres. Bonjour Patrice Costa. Bonjour. Alors je souris déjà avant même de vous présenter et de remonter un peu quelques mois importants de votre vie, de parler aussi de votre livre qui paraîtra fin août sur les oiseaux. C'est tout de même l'endroit où on se trouve, à seulement quelques minutes de Nancy, dans un endroit où on entend les oiseaux en pleine nature. Alors avec le soleil aujourd'hui, parce qu'il fait très beau, c'est vous qui nous avez proposé de venir nous installer ici parce que ce site est éminemment très important pour vous. Oui. Ça fait 20 ans que vous œuvrez pour que cet espace naturel existe, pour que les oiseaux qu'on entend et qu'on voit à côté de nous puissent venir se reproduire, entre autres choses, et que la nature se renouvelle naturellement. On va parler de ce site, de l'endroit précisément où on est, de l'importance qu'il a, mais je vais quand même dire en deux mots qui vous êtes. Beaucoup ont pu lire de vos articles dans l'Est républicain depuis les années 80, 1982 pour le premier. Par hasard, journaliste, vous nous raconterez comment, par hasard ou peut-être par culot ou par ce que vous dégagez, par ce que vous êtes, par les engagements que vous avez, mais vous êtes au départ docteur en biogéographie. C'est ça. Ça veut dire, la biogéographie, si je résume, c'est déjà quelque chose qui s'intéresse au sol, à la nature, à la biodiversité. C'est la géographie de la nature, tout C'est simplement. ça. Aujourd'hui, vous êtes l'heureux président de ce qu'a créé Jean-Marie Pelt. Vous êtes le président aujourd'hui de l'Institut européen d'écologie. Vous avez ce bel endroit à tenir. Vous avez cette transmission de Jean-Marie Pelt à tenir aussi. Et je crois que vous êtes à l'endroit même, à votre place. On va parler de tout ça. Mais ce lieu, dites-moi quelque chose. Alors ce lieu, vous êtes ici sur un chantier d'extraction de granulats alluvionnaires, tout simplement. Et il y a 4 ans, à peu près 4 ans, ce chantier s'est arrêté. Donc vous aviez là un site totalement perturbé avec des montagnes de granulats, de sable, de tout ce que vous voulez. Il y avait des bulles, il y avait un site industriel, quoi. Hein. Bon. Et si vous voulez, ça fait une vingtaine d'années que je me bats pour, vis-à-vis des carriers, vis-à-vis de leur syndicat, ça s'appelle l'Union nationale des industries, des carrières et matériaux, pour tenter de réhabiliter ce genre de site après extraction. C'est-à-dire de dire, on a perdu les 2/3 de nos zones humides en France depuis les 30 Glorieuses, on va dire, hein, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on ne profiterait pas de ces sites d'extraction en fond de vallée pour recréer des milieux naturels, vraiment des milieux naturels, sur un ancien site dont on a extrait la ressource. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Le carrier en question, qui est le groupe GSM, hein, a accepté depuis une vingtaine d'années que je puisse réhabiliter comme ça à peu près une vingtaine de sites sur l'ensemble de la vallée de la Moselle, de la Saône, mais aussi de la Meuse, hein, et même de la Mortagne dans les Vosges. Et donc, on arrive à quoi? On arrive à ce qu'en l'espace de 3-4 ans, 3 ans, 2-3 ans, la nature, vous savez que la nature a une force de résilience exceptionnelle, recolonise par elle-même ce genre d'endroit, tout simplement parce qu'on l'a aménagé pour cela. Par exemple, on a fait des berges sinueuses, on a créé des îlots de reproduction, c'est les oiseaux que vous entendez qui sont là-dessus, qui se reproduisent en ce moment. On a créé aussi des hauts fonds, de manière à pouvoir permettre à la végétation, ce qu'on appelle la végétation de plein eau, les macrophytes ou les hygrophytes, de se développer. Et ça, c'est autant de sites de nidification pour les poissons, cette fois-ci. Donc, en fait, on recrée la chaîne alimentaire. La première chose qui s'installe, c'est la végétation. La végétation rivulaire, c'est-à-dire qui est sur les rives, avec les phragmites, avec la lèche des rives, en fait, tout ça s'installe spontanément. Il n'y a pas besoin de planter, c'est complètement débile de planter des choses. On laisse faire la nature, complet. Et au bout de 3-4 ans, vous arrivez à un site comme celui-là, où le taux de biomasse a littéralement explosé, et où moi, je suis très content, parce qu'il n'y a pas de chasse, pas de pêche, il n'y a pas de barbecue, il n'y a pas de machin, mais il y a quand même un petit sentier d'interprétation avec des panneaux qui expliquent pourquoi on a fait ça sur ce site. On peut venir ici se promener. Absolument.
et observer. C'est fait pour, Les oiseaux sont donc venus naturellement absolument. à cet endroit-là. Quels sont les oiseaux qu'on entend et qu'on voit? Sur ce site-là, bon, on a essentiellement des espèces aquatiques, hein. Sur ce site-là, on a grosso modo, on doit avoir à peu près une vingtaine d'espèces qui se reproduisent au printemps. Et puis, en fréquentation en hiver, vous pouvez atteindre une quarantaine, une cinquantaine d'espèces avec les migrations, la descente migratoire ou la remontée migratoire. Donc c'est un site très attractif. Pourquoi? Parce qu'il y a à manger. Il y a du poisson, des petits poissons, il y a plein à manger. Donc, si vous voulez, regardez, les oiseaux qu'on entend, ce sont des sternes pierre-garin. D'accord. C'est une espèce qui va pas bien du tout en France, qui se reproduit normalement sur des grands fleuves comme la Loire. Mais la Loire, avec la question climatique, et surtout, la question, quand je parle de dérèglement climatique, c'est pas que les sécheresses ou les canicules, c'est aussi les crues. Ouais. Quand ces oiseaux-là s'installent sur les bancs de sable de la Loire et qu'une crue arrive, tout part avec. Vous comprenez? Là, quand on crée des îlots comme ceux-là, ils sont tranquilles, là, les oiseaux. Donc ils peuvent se reproduire, ça niche à terre, ça fait une petite cuvette dans le sol, ça pond 2-3 œufs, et ensuite vous avez les poussins qui sont nourris par les petits poissons que vont chercher les adultes dans cette flotte. Ouais. Il n'y a pas de prédateurs? Ils ont des prédateurs, ces oiseaux-là? Oh, Non. les poussins peuvent avoir des prédateurs, des grands rapaces qui peuvent passer le Milan, notamment le Milan Ouais. noir, mais d'une manière générale, non. C'est un site vraiment tranquille, il n'y a pas de prédateurs à poil. Le renard ne peut pas passer là. Bah non. Voilà, c'est fait exprès, c'est pour ça que c'est un îlot de reproduction. Vous voyez? On va revenir sur les oiseaux. Oui. Quand vous voyez, c'est une fierté pour vous, Ah là. oui, absolument. Oui. Ah bah, ce site-là particulièrement, c'est une réussite. D'ailleurs, il ne va pas tarder à être classé en réserve biologique volontaire. C'est normal. Et il y a d'autres sites ont déjà été classés comme ça en Lorraine ou en Haute-Saône. Moi, c'est une réussite parce que je vous dis, avec ma petite pierre, je contribue à faire revenir un peu de biodiversité dans un contexte d'effondrement quasi général de ce tissu vivant. C'est ça qui me paraît essentiel et fondamental. Alors, vous savez, c'est l'histoire ravie, là, avec le colibri et puis la petite goutte d'eau. Là, c'est vraiment de la goutte d'eau, il y en a quand même un peu plus. Mais si vous voulez, ça contribue à tout ça. Et là, bah, on arrive à des résultats qui sont quand même très probants, quoi. On a des petites libellules qui passent, Oui, les qui se agrillons, il y promènent. a un peu de tout. Il y a aussi des caloptérix, il y a plein de choses. Oui. À quel moment, Patrice Costa, Oui, ce goût pour la nature, ce combat pour la nature est venu? Parce que votre thèse, quand même, oui, était sur les zones humides en Lorraine. C'était dans les années 80, ça. début 80. Il y a ce goût pour la nature, ce goût pour la défense de la nature, ce militantisme pour la nature depuis très longtemps. Est-ce que ça vient de l'enfance? J'ai vu que vous aviez passé vos premières années en Algérie, Oui. donc peut-être un rapport à la nature différent, je n'en sais rien, mais est-ce que ça vient très jeune? Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais une nounou en Algérie, en Haute-Kabylie, où ma mère était institutrice. Et cette nounou, elle n'arrêtait pas de me hurler après, parce que je courais après les cigognes qu'il y avait dans les prés, dans les prairies, autour de la maison. Et elle avait toujours peur que soit la cigogne m'enlève, vous savez, il y a des trucs, non, soit que je tombe, que je me fasse mal, ou je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est venu de là? Peut-être, j'en sais rien. Toujours est-il que j'ai commencé vraiment à m'intéresser. Vraiment, au départ, c'est vraiment les oiseaux. Parce que pour moi, les oiseaux, ça représente la liberté, ça représente le peuple du ciel, ça représente plein de choses. C'est quoi la liberté? Parce que ce sont les seuls à pouvoir voler, naturellement. Oui, et puis la liberté, la vie, quoi. Enfin, Ouais. bon, voilà. Bon. Donc les oiseaux, et puis les oiseaux, vous savez, c'est un monde fascinant. C'est beau. C'est un monde fascinant. Effectivement, c'est beau. Il y a des comportements qui sont tellement originaux. J'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie et j'ai vu des choses absolument merveilleuses avec les oiseaux. Bon. Donc, si vous voulez, peut-être que c'est un gène, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est parti comme ça. Voilà. Et dès l'âge de 10 ans, après, quand on est revenu en France, j'ai commencé tout de suite ma maman m'emmenait sur le terrain. J'ai commencé tout de suite à observer, à lire les bouquins, les guides d'identification de l'époque, notamment les bouquins de Paul Géroudet. Et c'est venu comme ça, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez, on est vite pris, hein, c'est un virus. Et après, pour s'en séparer, s'en débarrasser, c'est difficile. Vous m'avez dit, les oiseaux, vous êtes capable de les reconnaître au chant, à la vue, Ah bah à oui, tout. bien sûr, oui. À tout. Au vol, oui. Il y a combien d'espèces d'oiseaux en Lorraine aujourd'hui? Oh, on est sur... Alors, vous savez, on distingue toujours les espèces nidificatrices, Ouais. celles qui se reproduisent, et puis celles qui sont de passage, qui passent par chez nous en migration. Oh, on est allé, on va dire, 200 et quelques. 230, 240, oui, d'espèces. Ce qui est très intéressant, parce que dans ces 40, 250, 240 espèces, on a quand même des stars. Hein. On a le pigargue à queue blanche, qui est le géant des rapaces du Paléarctique, donc notre zone biogéographique, qui se reproduit de nouveau à l'étang de l'Indre.
On a le balbuzard pêcheur, donc ce sont des rapaces quand même très particuliers qui avaient complètement disparu de notre région. On a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, oui. Vous sortez un livre sur les oiseaux, Oui. fin août. Donc c'est finalement la somme des portraits que vous faites pour Oui. le groupe EBRA, donc pour l'Est républicain, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, oui. et Vosges Matin. Oui. Donc des portraits d'oiseaux, parce qu'il y a une envie pour vous depuis toujours, et de par votre métier de journaliste, l'envie aussi de faire connaître, de faire savoir, de partager votre savoir, c'est nous faire connaître ce qui vous fascine tant. Pour moi, c'est fondamental, si Mm. vous voulez. Après ma thèse, j'ai été contacté par l'Est républicain, par un rédacteur en chef Alors de vous n'avez l'époque. pas été contacté, parce que c'est vous, si j'ai bien compris, il y a un petit... moi j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est que vous appelez, vous êtes Oui. jeune Oui, c'est ça. étudiant en fin de thèse, vous appelez parce qu'il y a un article, une coquille C'est ou une ça. erreur qui vous... voilà. Oui, un article, pas une Voilà. coquille. Et le rédacteur en chef vous dit, Voilà, c'est venez me ça. voir. Voilà, c'est ça. C'est lui qui m'a. Enfin, Ouais. oui, C'est c'est absolument extrêmement ça. drôle quand même. Je suis tombé, vous savez, à l'époque, le journal, c'était ce qu'on lisait le matin. Et pas tout vous le faire monde de le dessin. lisait. Tout le Ouais. monde le lisait. Et je tombe un jour sur un article, un papier, sur la vallée de la Moselle. La personne qui avait écrit ça, je me demandais vraiment s'il avait été dans la vallée de la Moselle. Bon. Donc, résultat, j'ai appelé effectivement le rédacteur en chef et je lui ai dit, écoutez monsieur, voilà ce qui se passe. Vous m'avez fait des gros articles dans votre journal quand j'ai eu le prix de la Fondation de la Vocation suite à ma thèse sur les zones humides. Je ne comprends pas que vous laissiez passer des choses comme ça dans le journal, quoi. Et cette personne, il s'appelait Roland Mével, ce rédacteur en chef, c'est un grand, très vieille France comme ça. Il m'a appelé, il m'a dit venez me voir dans mon bureau, on va discuter. Bon. Donc je suis allé voir monsieur Mével dans son bureau. À l'époque, le journal était Plastière. Et il m'a dit écoutez, ce que vous dites, c'est des hommes comme vous dont on a besoin parce qu'on ne le sait pas. J'ai dit oui, mais enfin, un journaliste, ça pose des questions. Il m'a regardé, il m'a dit oui, est-ce que ça vous intéresserait de faire du journalisme? Alors moi, à l'époque, je devais prendre mon poste de maître assistant à la faculté à la rentrée. C'était donc fin juin. Et puis, il m'a proposé de faire un stage. J'ai fait un stage à Épinal, à l'agence d'Épinal. Et ils n'ont jamais voulu me lâcher, quoi. Donc, je suis resté journaliste. Près de Voilà. 40 ans. Oui, avec pratiquement 25 ans de grands reportages. Vous êtes parti partout, Bon, beaucoup d'endroits, oui. à beaucoup d'endroits. Ouais. Quel est l'endroit qui vous a le plus marqué? Écoutez, quand on a eu la chance de voyager beaucoup, on ne peut pas dire qu'il y ait des endroits qui vous ont marqué plus que d'autres, parce que tout dépendait des thématiques sur lesquelles vous étiez sur le terrain. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours marqué et qui me reste dans la tête, parce que j'ai encore beaucoup d'images de ces périodes-là. Si vous voulez, à l'époque, au grand reportage, au niveau national, on se connaissait un peu tous, hein, surtout sur les questions environnementales. On me considérait comme le spécialiste des bidonvilles. J'ai dû faire tous les bidonvilles les plus pourris de la planète pendant ma carrière. Et c'est dans ces bidonvilles que j'ai rencontré l'âme humaine. Ça veut Et que dire j'ai vu des choses exceptionnelles. Des gens qui avaient rien, mais rien de chez rien. Que ce soit dans la banlieue de Dhaka au Bangladesh, que ce soit à Cité Soleil à Haïti, que ce soit dans le grand bidonville de Nairobi au Kenya, que ce soit en Afrique du Sud, dans les townships, que ce soit où vous voulez. Je n'ai jamais vu autant de chaleur humaine que dans ces endroits de misère. Ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Là, il n'y a pas d'oiseaux, hein. Enfin, il y a Mais des poules. ça veut dire que par votre profession et votre passion pour la nature, Oui. pour les oiseaux, c'est l'homme que vous observez. Et c'est Automatiquement, l'homme l'homme fait partie de la biodiversité, qu'on le veuille ou non. Et il fait partie de ce fameux tissu vivant de la planète qui est bien, bien fragile. Et que l'homme a tendance à bien massacrer en ce moment. Mais je crois, oui, c'est ça. Le plus important, ça a été ça dans ma carrière. C'était de voir qu'il y avait une âme humaine dans des endroits qui étaient totalement destroy, quoi, totalement perdus. Vous voyez? Eh ben non. Il y a toujours cette petite lueur là. Et là, il n'y a pas d'oiseaux. Mhm. Voilà. Par contre, évidemment, j'ai fait des sites. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai fait des endroits pour les oiseaux qui sont quasi idylliques, quoi. Que ce soit Sarien, que ce soit les Seychelles, que ce soit l'île Rodrigue, que ce soit enfin tout un tas d'îles, que ce soit la grande forêt amazonienne. Oui, il y a plein d'endroits qui sont magnifiques encore sur cette planète. Et heureusement d'ailleurs. Quel rapport vous avez avec la Lorraine, justement? Parce que ce n'est pas là que vous êtes né, votre mère est lorraine, Oui. mais
mais c'est là que vous avez fait votre adolescence et une grande partie de votre vie. Ouais. Vous la connaissez, je crois, par cœur. Vous avez défendu des sites comme ici. Quel rapport vous avez avec notre région? Alors écoutez, nous avons une chance incroyable dans cette région. C'est déjà de vivre dans un endroit qui, pour nous les naturalistes, est un endroit de rêve, quoi. Encore, on a tout un tas d'habitats naturels qui sont en bonne santé, qui sont, je veux dire, quasi exceptionnels, hein. Vous me parliez de la vallée de la Seille, c'en est un. Vous me parliez des reliefs de côtes calcaires avec les pelouses à orchidées. Vous me parlez des Hauts-de-Chaume, des Hauts-de-Vosges, où on a une étrée sapinière d'altitude qui est absolument magnifique, même s'il y a la polémique avec le tétra, mais ça c'est encore autre chose. Mais vous avez des sites de zones humides. Regardez le pays du Saulnois, les grands étangs lorrains, avec l'étang de l'Indre, entre autres, hein. J'ai écrit un bouquin sur l'étang de l'Indre qui s'appelle L'étang roi, c'est pas n'importe quoi, c'est pas pour dire autre chose. Vous avez la plaine de la Wavre, qui est aussi une grande, vaste zone humide. Nous avons la chance d'être dans un pays, dans une région, pardon, qui a des atouts naturalistes énormes. Et c'est pourquoi je me bats. C'est pour qu'on les conserve. Hmm. Vous comprenez? Vous êtes quelques-uns à vous battre pour la nature. La Lorraine a vu naître quelques-uns nombreux, devenus célèbres, amoureux de la nature. Oui. Vous citez vos livres, vous en avez sorti déjà quelques-uns Oui. depuis quelques années. Vous l'étang roi, mais la Lorraine au naturel Oui. aussi. Et puis Flore et faune protégée en Entre Lorraine. autres, Le oui, oui. prochain Oiseau de bonheur sera 14 portraits d'oiseaux, je Oiseaux, le oui, c'est résume ça. comme ça. La préface est signée Alain Bougrain-Dubourg. Oui, Il grand dit ami. de vous, entre autres choses, que dans la lignée de Jean-Marie Pelt, vous êtes un passeur d'espoir. C'est un très bon mot, oui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être passeur d'espoir? Alors pardon, je vais faire une petite aparté un peu, pas politique, mais le contexte. Le contexte est extrêmement triste, on va dire, inquiétant, et en termes aussi d'écologie, mais on continue d'être un passeur d'espoir, ça c'est important pour vous, passeur d'espoir auprès de toutes les générations? Ça, c'est fondamental. J'interviens beaucoup en milieu scolaire parce que je considère que c'est les générations-là qui vont le plus souffrir dans les années qui viennent. Donc j'interviens beaucoup en milieu scolaire. Demain, d'ailleurs, je fais une intervention en Moselle, là, à Lorquin, au collège. Parce que si on ne le fait pas, nous, qui le fait? Et il y a une demande de l'éducation nationale pour ça. Donc nous avons effectivement des notions, nous avons de l'expérience, nous avons un passé. Autant le faire profiter au plus grand nombre. Alors bien entendu que je peux le faire profiter aux gens adultes, à tout ce que vous voulez. Mais pour moi, le plus important, la cible principale, c'est les gamins. Mm. Et croyez-moi, c'est étonnant comment réagissent les gamins. Étonnant. Et ça, je le vois, parce que j'ai comme ça, vous savez, ce qu'on appelle les aires terrestres éducatives. C'est une idée qui a été lancée par l'Office français de la biodiversité et de l'éducation nationale. Je trouve que ça marche très très bien. Je dois avoir comme ça quelque chose comme 200 gamins dans ce cadre des ATE. Eh ben, écoutez, c'est très étonnant. On se dit les gamins, ils s'intéressent plus à rien, à part, vous savez, ce que j'appelle la techno-idolâtrie. Enfin, vous voyez. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a vraiment qui vous posent des questions des fois très pertinentes. Et c'est pour ça que je continue à faire ça. Et quand je parle, quand Alain dit passeur d'espoir, c'est tout simplement parce qu'il y a toujours une petite flamme qui fait qu'on n'est pas, on se dit, que tout n'est pas perdu, quoi. C'est pour ça qu'il y a ce rôle très important. Lui aussi, Alain, est un passeur d'espoir. Oui, un très grand passeur Bien sûr. d'espoir. Je vous écoute, en même temps je regarde derrière, je vois beaucoup d'oiseaux sont là. Il y a des poussins en ce moment qui sont là, c'est ça? Il y a déjà eu des naissances, c'est Oui, ça? Ouais. sur l'île. Sur l'île, ok. Mais il y a eu des anatidés aussi qui se sont reproduits, mais là maintenant, c'est plus des poussins, ils sont quasi volants maintenant. Donc Et ils c'était partent? plus tôt, c'est plus tôt. Oui. Ils La repartent? cerne Pierre-Garin et la moitrieuse, c'est un peu plus tard dans la saison. Et auparavant, à partir du mois de mars, vous commencez à avoir de la reproduction sur ce site, avec tout ce qu'on appelle les anatidés, c'est-à-dire les canards en fait, les canards, les oies, voilà. Des choses comme ça. Puis après, progressivement, d'autres espèces s'installent, notamment il y a les migrateurs qui reviennent, et puis qui s'installent sur le site, oui. Oiseau de bonheur, le livre qui va paraître, il y a des photos aussi et des dessins pour ce premier-là, parce que ça sera une série, Oui. c'est 14 portraits qu'on va retrouver tout l'été C'est ça. dans le groupe EBRA. Comment vous les avez sélectionnés? Quels sont ces oiseaux que vous nous faites découvrir? Pour quelles raisons? Est-ce que ce sont des oiseaux qui seraient possiblement en passe de disparaître ou pas du tout? Le groupe EBRA m'a sollicité justement. D'abord, j'ai appris ça. Moi, je suis parti de mon poste, je suis parti en retraite il y a déjà 4-5 ans. Oui, parce que j'ai oublié de dire, effectivement, vous êtes un jeune retraité. C'est ça, oui. Enfin, si on peut appeler ça retraité. Bon. Mais
Mais si vous voulez, le groupe EBRA m'a contacté en disant, voilà, l'année dernière, on a l'intention de sortir, dans le cadre des séries d'été, de sortir des pages complètes sur les oiseaux de nos régions. Ouf! Alors là, j'ai dit, ah bon? Première nouvelle, première fois que j'entends un groupe de presse s'intéresser à ça. Pourquoi vous faites ça? Et tout. Bah, on a décidé on a lu des trucs comme quoi, des articles comme quoi on avait perdu je ne sais pas combien de millions d'oiseaux depuis les années 80 en Europe. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire vis-à-vis du grand public sur ces volatiles. Bah, j'ai dit oui, c'est une très bonne idée, c'est une excellente idée. C'est pas moi qui vais vous dire le contraire, moi qui ai quand même passé 35 ans dans votre boutique à faire entre guillemets une forme de militantisme. Donc je suis entièrement d'accord à faire ça. Alors ils m'ont proposé de relire une maquette. Bon, je les ai rappelés, je leur ai dit écoutez, je vais vous les faire, ces pages, bénévolement. Et j'ai donc fait cet ensemble de pages. Il y en a à peu près, il y en a une douzaine qui ont été publiées dans l'Est républicain, dans les journaux lorrains du groupe EBRA, mais aussi dans l'ensemble des journaux du groupe, des titres du groupe. Si bien que ça donnait un potentiel de lectorat énorme. Et à la rentrée, je leur ai proposé de créer une exposition d'une vingtaine de panneaux. En finalité, il y en aura une quarantaine, de manière à pouvoir, des panneaux souples, vous voyez, qui reprennent ces pages qui sont sorties, des pages entières, qui sont sorties dans les journaux, de manière à pouvoir encore plus diffuser ce type d'informations. Le choix des oiseaux, eh ben, ce sont des oiseaux. J'ai choisi en fonction déjà de l'aspect géographique, si vous voulez, parce que quand vous êtes en Rhône-Alpes, vous avez certaines espèces alpines que nous n'avons pas ici, hein, comme l'aigle royal ou le gypaète barbu, par exemple, qui sont des gros rapaces. Bon, j'ai choisi aussi en fonction des zones humides, des différents types de milieux naturels, et les espèces retenues, elles sont soit parce qu'elles sont en bonne santé, soit parce qu'elles sont sorties du néant, c'est le cas de la cigogne blanche, hein, il ne restait plus que 9 couples en Alsace dans les années 70, maintenant on est à plus de 2000, soit parce qu'il y a des problèmes encore de chasse sur certaines espèces qui ne méritent pas d'être chassées, d'être chassables, pardon, soit parce qu'elles sont vraiment en réel déclin, parce que leur habitat naturel est lié plutôt aux zones de prairies. Et vous savez que les zones de prairies, les milieux prairiaux, comme on dit dans notre jargon, ont tendance à être retournés pour faire de la céréale. Bon, voilà, tout est choisi en fonction de ça. Donc au final, on est sur à peu près, là on est sur une cinquantaine, 50-60 espèces. Et le livre donc va reprendre toutes ces espèces-là au fur et à mesure, en faisant c'est pas des fascicules, mais en faisant un petit bouquin dans lequel c'est très joliment illustré. Oui. Les textes sont courts, c'est fait exprès. Il y a des encadrés avec des chiffres qui percutent un peu. Et puis les photos sont de mon vieil ami Claude Nardin, qui pour moi est un photographe exceptionnel. 85 ans, il est encore à l'affût aujourd'hui. Et c'est quelqu'un de génial. C'était vraiment un pur produit de la photographie, cet homme-là. Et puis des dessins d'une graphiste de l'Est républicain, qui s'appelle Emmanuel Pereira, qui vraiment a la patte, quoi. Parce que c'est bien de mettre un peu d'artiste, un peu de photographe et puis un petit peu d'écrivain, quoi. Ouais, du coup, ça en fait un très bel objet qu'on découvrira à la rentrée prochaine. Ouais. Le livre s'ouvre sur le grèbe UP. Tout à fait, qui est là d'ailleurs. Ouais, qu'on voit ici, mais la reproduction est terminée chez le grèbe, donc là maintenant il est volant. Question bête, c'est comme si je vous demandais quel est l'enfant que vous préférez, mais quel est l'oiseau que vous préférez, ou peut-être l'oiseau le plus proche de vous, de votre personnalité. Alors, l'oiseau que je préfère, écoutez, il y en a un que j'ai toujours un gros penchant pour lui, c'est le faucon pèlerin. Pourquoi le faucon pèlerin? Parce que quand j'avais 17-18 ans, j'ai passé des nuits et des semaines entières sur les falaises vosgiennes à surveiller les dernières aires de faucons pèlerins contre le braconnage fait par les fauconniers allemands qui venaient récupérer les poussins pour les élever en fauconnerie et les revendre aux Émirats arabes unis. Donc le faucon pèlerin, ça m'est toujours resté parce que quand vous passez des nuits sous un duvet à moins 15 en haut de la Roche des Chiens au défilé de Stréture, vous finissez vraiment par apprécier l'oiseau parce que sinon vous n'êtes pas là. Donc je dirais le faucon pèlerin. C'est une vraie philosophie de vie. Alain de Bougrain-Dubourg, toujours dans sa préface d'Oiseaux de bonheur, dit que vous êtes quelqu'un d'enthousiaste tout le temps. Où on trouve cet enthousiasme-là? À quel endroit? Parce que aussi la vie a ses épreuves qui fait qu'on les combat d'une certaine manière par l'enthousiasme à tout prix. Quand vous avez eu la chance de faire la carrière que j'ai faite, il faut vraiment avoir beaucoup d'enthousiasme. Parce que je n'ai pas fait que des bidonvilles, j'ai fait aussi des conflits. Et croyez-moi, quand on voit l'âme humaine de ce côté-là, il faut vraiment avoir beaucoup d'enthousiasme pour passer au-dessus. Et ça, c'est une forme qu'on apprend au contact, qu'on le veuille ou non, de la nature. Parce que quand on arrive sur un site comme celui-là,
qu'on entend ces oiseaux, qu'on voit ces libellules, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on voit cette petite flore qui pousse un peu partout, eh ben ça vous donne de l'enthousiasme. Parce que vous vous dites, ça existe, c'est quelque part un peu grâce à moi, donc continue. Et ça, si vous n'êtes pas enthousiasmé pour ça, alors c'est pas la peine d'exister. Vous avez un peu une âme africaine. Pourquoi je me dis ça? Parce que je vous écoute, je vous vois, je vous observe, il y a quelque chose chez vous de... Vous voyez ce que je veux dire? Bah écoutez, l'Afrique, j'y ai beaucoup traîné mes bottes, hein. Et je continue à traîner mes bottes. J'ai été au contact aussi de gens formidables en Afrique, notamment les Bushmen. En Namibie, Botswana, je suis allé souvent là-bas, en Zambie aussi. Et franchement, j'ai appris, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai appris à leur contact. Et ces gens-là, peuple premier, les San, qui vivent dans le désert du Kalahari, qui vivent dans le Bechuanaland, ces gens-là, ils ont une philosophie de la vie dont on ferait bien, nous, de s'inspirer dans nos pseudo, voyez, Ouais, à se regarder un peu trop. société gavée, Ouais. hein, on va appeler ça comme ça. Qu'est-ce qu'on entend? Alors, lesquels on entend là? Ces Stéphane chants-là. Pierre-Garin. Ouais, c'est ça. Stéphane Pierre-Garin, qui n'arrête pas de hurler, parce qu'évidemment, il y a les poussas. Elle nous voit, elle se demande, elle se dit, qu'est-ce que fait Costa ici là? Ah, c'est vrai? Bah Elle oui, se elles dit me qu'on connaissent, elles me on est... connaissent. Là, vous voyez, quand elle crie comme ça veut dire, j'aime pas trop ce monde-là. Voilà. Ah, Parce qu'il y a le poussin au nid, ouais. tout simplement, elle protège sa famille, normal. Vous êtes incollable. J'ai tenté, hein, mais vous êtes Bah, incollable. je sais pas. Non, moi je vais vous dire que le temps est passé trop vite et qu'on va aller se rafraîchir et que je vous remercie infiniment. Oiseau de De rien. bonheur sort donc fin août, Oui. début septembre. Début On va vous septembre. retrouver à la rentrée, À la rentrée, au livre sur la place et aux figues. entre autres choses. Bel été. Merci Sarah.